Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission que nous enregistrons dans le théâtre Pierre Lamy de l'École alsacienne, devant un public qui a bravé aussi bien l'épidémie que le marathon ou le semi-marathon ou le tiers de marathon ou le je ne sais pas quoi qui a été étonnamment autorisé aujourd'hui après avoir été interdit la semaine dernière, et nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec Matthias Feckel, avocat, ancien ministre de l'Intérieur et conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine, Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Notre prochaine émission en public aura lieu à l'École alsacienne le 29 mars, et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site. Notre lettre d'information numéro 6 est parue. Si vous n'êtes pas déjà inscrit dans la liste des destinataires, vous pouvez le faire sur notre site ou nous écrire à l'adresse habituelle. Lundi, demain, le 9 mars, nous enregistrerons un hors-série sur le thème Paris aimé, Paris convoité, mais Paris quitté. Et il s'agit d'interpréter le Paris d'aujourd'hui à la lumière de son histoire, d'analyser les décisions contemporaines d'urbanisme et d'essayer de comprendre comment cette ville a perdu 60 000 habitants. Il y aura autour du micro Jean-Louis Bourlange, déjà nommé, Nicolas Chaudin, qui est écrivain et réalisateur, Alexandre Gady, professeur à la Sorbonne, et Dominique Khalifa, directeur du Centre d'histoire du XIXe siècle à l'université Panthéon-Sorbonne. Vous trouverez sur notre site ou dans la lettre d'information tous les renseignements sur les participants, la présentation du thème et le lien pour s'y inscrire. Comme vous savez, nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui se demande cette semaine « Faut-il purifier la culture ?» Le déroulement de la dernière cérémonie des Césars l'a bien montré. La création et le patrimoine artistique sont aujourd'hui traversés par d'immenses tensions. Ce sont ces tensions qu'examinent les rédacteurs du 1. Le 1, qui a déjà lancé avec succès 2 revues, America et Zadig. La dernière livraison de Zadig comporte un très intéressant interview de Mona Ozouf, et le dossier porte sur les maires qui changent la France. Le 1 lance une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank pour un magazine intitulé Légende, qui racontera des parcours singuliers de figures d'exception dont la vie éclaire notre époque. Nous allons remercier celles et ceux d'entre vous qui contribuent à la poursuite de notre activité. Pour ma part, je remercie Gérard Slama, Jacques Bertrand, Jacques Piola et Guillaume de Coët-Logon. Jean-Louis Bourlange. Moi, je remercie Jaroslav Hublin, Gilles Ebrecht, Jean-Philippe Lemerdy et Sylvain Blondel. Matthias Feckel. Je remercie Christian Escalier, Nathalie Floréan, Antoine Boyer et Paul Clérin. Béatrice Gibelin. À mon tour de remercier Laurent Mondy, Pierre-Olivier Gourinchat, Philippe Petit et Arnaud Bouteille. Lionel Zinsou. Tous nos remerciements vont à Laurent Perraillat, Vincent Jossion, Vincent Lemarchand et Bertrand Mur. Merci à elles, merci à eux et merci à celles et ceux qui vont les imiter. Je ne donnerai pas suite à la suggestion d'un de nos auditeurs qui m'a dit « Vous devriez faire payer les remerciements avec un tarif particulier pour que chacun puisse choisir la personne qui prononcera son remerciement. » Mais enfin, nous étudions la question. Pour le moment, je suspends. Il peut y avoir des tarifs à remerciement qui sont plus élevés, ça serait une bonne idée. On peut aussi. Tu sais, Philippe, que les grands remerciements, c'était, Oresco référence, c'était les pratiques de l'action du journal L'Action française avant la guerre. Et le Canard enchaîné alors il y avait des listes de donateurs, et le Canard enchaîné avait publié des listes bidons où il y avait 2 francs, Monseigneur Luçon pour que la République crève, Ivani Toulaïdjan, la France aux Français. Il y avait un certain nombre de choses comme ça, qui étaient des listes bidons, mais l'Action française fonctionnait de cet ordre. C'était au moment de l'affaire Dreyfus. C'est pas très. C'était dans les années 20. C'est Eugène Weber, dans son livre sur l'Action française, qui est un très bon livre d'ailleurs. Voilà une autre. Alors on fait les brèves au début de l'émission. Maintenant, tout fout le camp. Les marathons sont autorisés et les brèves sont au début de l'émission. Nous allons commencer par nous intéresser à la situation des Syriens qui sont entre le marteau et l'enclume. À la fin février, le 27, des bombes russes ont tué au moins 33 soldats turcs à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, marquant une escalade dans les combats qui, depuis 2016, opposent la rébellion syrienne soutenue par la Turquie aux forces loyalistes de Bachar al-Assad, appuyées par l'aviation russe. Le président turc
Erdogan s'est tourné vers ses alliés occidentaux, alternant appel à l'aide et menaces. Le Conseil de l'Alliance Atlantique s'est contenté d'exprimer ses sincères condoléances à la Turquie et les alliés ont critiqué le cavalier seul d'Ankara et son offensive en Syrie. L'OTAN avait été mise devant le fait accompli lorsque les Turcs avaient visé les milices kurdes en Syrie, celles qui ont combattu avec les Occidentaux les groupes djihadistes au Levant. En annonçant le 27 février l'ouverture de sa frontière occidentale avec la Grèce, Ankara a non seulement donné implicitement le signal de la ruée vers l'Europe aux 3 600 000 réfugiés du conflit syrien déjà présents en Turquie, mais a brandi la menace d'en faire éventuellement de même pour les 900 000 personnes qui, fuyant Idlib, se massent aux abords de la frontière turque. Un exode que l'ONU qualifie de plus grand drame humanitaire du moment. Ces menaces n'ont pas abouti à ranger l'Union européenne aux côtés de la Turquie dans son affrontement avec la Russie et l'installation à Idlib d'une division mécanisée turque n'a pas fait plier Vladimir Poutine. Les deux présidents russes et turcs se sont rencontrés à Moscou et, selon les termes de Vladimir Poutine, ont pris des décisions conjointes qui devraient aider à mettre un terme au combat. Tandis que Recep Erdogan affirmait que son pays riposterait de toutes ses forces à toute attaque du régime syrien. On voit par là que ce cessez-le-feu a quelque chose d'un peu fragile. En 2016, la Turquie s'était engagée à héberger les réfugiés en échange d'une aide européenne de 6 milliards d'euros, dont un peu plus de la moitié a été versée. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue en Grèce le 3 mars, à la frontière terrestre avec la Turquie. Elle promet 700 millions d'euros à Athènes pour que la Grèce maîtrise ses frontières. Et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la sécurité, Josep Borrell, a promis à Ankara une aide d'urgence de 170 millions d'euros pour faire face à la situation humanitaire. Les dirigeants russes et turcs sont convenus de mettre en place un corridor de sécurité de 6 km de part et d'autre de l'axe stratégique qui traverse la région d'Idlib et de mener, à partir du 15 mars, des patrouilles conjointes. Russes et Turcs ont aussi assuré qu'ils feraient en sorte que l'aide humanitaire parvienne aux personnes déplacées. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Oui, c'est le feu qui est arrivé le 5 mars et qui a effectivement un peu soulagé devant l'inquiétude de la menace d'une très grave crise humanitaire. Mais comme vient de le dire Philippe, c'est le feu fragile, c'est le moins qu'on en puisse dire. Pour combien de temps c'est ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que Erdogan et Poutine ont décidé quand même de contrôler l'escalade vers laquelle on avait le sentiment qu'on allait de façon inexorable. Alors tout le monde dit, mais il faut une solution politique, la solution militaire n'est pas possible. Alors solution politique, oui, mais laquelle ? Qui peut imposer une solution politique ? Je pense qu'il faut revenir sur la situation particulière d'Idlib. Cette province est une province extrêmement importante pour la Syrie. Il y a la vallée de l'Oronte qui traverse cette province. C'est une province très riche sur le plan agricole, que ce soit le coton, que ce soit les céréales. Pour l'avoir traversée en mars 2011, tout au début, c'est effectivement une région extrêmement importante pour eux. Par ailleurs, c'est pas si loin que ça de la zone des Alaouites, qui est la zone d'origine d'Assad, de Bachar el-Assad. Donc, il est bien évident que la Syrie veut impérativement récupérer cette province et est prête à consacrer le temps qu'il y faudra, les menaces qu'il y faudra, le nombre de morts qu'il y faudra pour récupérer cette province. Elle est soutenue en cela par la Russie et par l'Iran, parce que la Russie, quand ça l'arrange, veut absolument préserver les territoires nationaux. On a vu qu'avec l'Ukraine, ça pouvait se faire différemment, mais c'est un principe, on défend les frontières des territoires souverains. Bien. Donc, et elle pratique ce qu'elle a fait à Grozny, c'est-à-dire du bombardement sans précaution du tout, hôpitaux, écoles, aéroports, qu'importe qu'il y ait des civils, des enfants, des femmes, etc. S'il faut faire comme ça, on fera comme ça. C'est-à-dire que les morts, au fond, ne comptent guère. Donc, c'est une situation, et Bachar se sent très soutenu, et c'est quand même une offensive qui dure depuis l'été 2019. C'est pas un phénomène récent. Depuis l'été 2019, il y a une offensive extrêmement
extrêmement importante. Et cette zone de la province d'Idlib est comme une enclave. C'est une enclave au nord parce que il faut rappeler que les Turcs contrôlent sur à peu près 160 km, avec construction d'un mur, une partie de cette frontière syro-turque. Ils en contrôlent une autre partie un peu plus à l'est, de l'Euphrate. Donc c'est pour eux extrêmement important. C'est aussi très contrôlé sur le sud maintenant par les forces syriennes appuyées par la Russie. Sur le sud-ouest, un massif montagneux, donc c'est un peu difficile de circuler. Là aussi, ça accentue l'enclave. Donc, c'est vraiment une poche sur laquelle sont arrivés, je crois qu'il faut le rappeler, énormément de réfugiés syriens qui fuyaient la reconquête par les forces syriennes. Donc, c'est 3 500 000 réfugiés syriens qui sont aujourd'hui coincés dans cette province. Et là-dedans, on a à peu près 50 000 combattants. Alors, pourquoi, au fond, les choses se sont tellement dégradées et pourquoi on a pu avoir cette offensive dans une situation, on va dire, géopolitique très particulière? Parce que la Turquie et la Russie, qui sont à la fois opposés en Libye, ce que vous savez, et qui se trouvent opposés ici en Syrie, ont aussi d'excellentes relations sur le plan économique. Par exemple, le Turk Stream, c'est-à-dire le gazoduc qui vient d'être inauguré en grande pompe par Poutine et Erdogan, une centrale nucléaire, la première de Turquie, s'est construite aussi par la Russie. Il y a les missiles S-400 qui ont été achetés par la Turquie à la Russie. Donc, ils ont d'excellentes relations économiques. Néanmoins, ils poursuivent des objectifs différents quant à la Syrie. Bien. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est la Russie avait passé un accord avec la Turquie qui était de dire, bon, vous allez faire le ménage parmi tous ces groupes rebelles qui sont dans la province d'Idlib. Certains sont affiliés à Al-Qaïda, d'autres sont proches encore de l'État islamique, il y avait le front Al-Nosra, il faudrait faire un peu le tri là-dedans. Et puis, vous désarmez ceux qui sont les plus j'allais dire, dangereux, et puis vous soutenez les autres, ce que la Turquie n'a pas fait. Et à partir de ce moment-là, elle n'a absolument pas démilitarisé personne, et du coup, la Russie s'est sentie parfaitement légitime à appuyer Bachar el-Assad pour bombarder très largement, civils ou militaires, et reprendre à n'importe quel prix cette province d'Idlib. Et la Turquie ne s'attendait quand même pas à ça. Et évidemment, quand elle a eu des militaires qui ont été tués, parce qu'elle a à peu près 54 militaires qui ont été tués, on pourrait se dire, les militaires à la guerre, ils sont tués, ça n'a rien d'anormal, mais la situation interne de la Turquie fait que la population turque, qui est pourtant très nationaliste, et Erdogan joue à fond le nationalisme là-dessus, toujours un processus très, très classique, commence à être très opposée à cette intervention turque en Syrie. Donc la situation est extrêmement fragile. Dernier point, Erdogan, dans une impasse, parce qu'il ne sait pas vraiment comment sortir de cette situation-là, joue évidemment du chantage avec l'UE, a parfaitement organisé les réfugiés, parce que tous ne sont pas partis, c'est eux qui ont mis les autobus à disposition dans les villes AKP pour les emmener, sur un seul point, à la frontière grecque. Aucun réfugié n'arrive à la frontière bulgare. C'est aussi un moyen parfaitement aisé de rentrer dans l'Europe. Mais pourquoi on ne rentre pas par la Bulgarie? Parce que c'est le point de passage indispensable à tout le commerce turc sur l'UE. Donc celui-là, il doit rester libre, et on fait un cinéma tragique, dramatique, avec 15 000 réfugiés qu'on a amenés là pour faire craquer l'Union européenne et lui donner mauvaise conscience. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Oui, alors moi je serais tenté de regarder un petit peu avec une certaine profondeur historique ce qui se passe dans cette région, parce que vous avez bien en tête la carte géographique. La poche d'Idlib, elle est au nord-est de Damas, ce qui commande et ce qui d'ailleurs nourrit la ville d'Alep. C'était d'ailleurs une partie, en 1918, au démembrement de l'Empire ottoman, de l'État d'Alep. On est à 60 km d'Alep,
on nourrit Damas et Alep avec la province d'Idlib, qui est très riche sur le plan agricole. Et on ne peut pas s'en passer. Mais on est aussi à 60 kilomètres d'une possession turque, Antioche et Alexandrette. Ça vous rappelle peut-être des études secondaires ce qu'on appelait la question d'Orient. Dans la question d'Orient, il y a eu une rivalité permanente entre les puissances et l'Empire ottoman, qui a abouti à un très grand affaiblissement, puis à une défaite, puis à un démembrement de l'Empire ottoman. Et la province la plus sensible, c'est ce qu'on appelait les Sandjaks, donc les préfectures d'Antioche et d'Alexandrette. En 1918, on fabrique la République syrienne, qui sera indépendante en 1938. Et la poche la plus sensible, c'est ce qui va le long de la mer, Antioche et Alexandrette, Idlib, jusqu'à Alep. Donc ça devient l'État d'Alep, puis ça devient la République syrienne. Et les Turcs obtiennent des Britanniques et des Français qu'on détache de la nouvelle Syrie pour laisser à l'intérieur de la Turquie, de la nouvelle Turquie, Sandjak, ces deux Sandjaks, qui sont saturés d'histoire. Vous avez en tête que le patriarcat d'Antioche est une importante entité religieuse, un patriarcat grec-orthodoxe qui siège à Damas, qui a une très grande importance dans les divisions des églises orthodoxes. Tout ça est saturé d'histoire depuis l'Antiquité. Ce sont des villes très importantes. Alexandrette, fondée, comme son nom l'indique, par Alexandre, ça a été la troisième plus grande ville de l'Empire ottoman. Donc tout ça est hypersensible pour les Turcs et pour les Syriens. Et comment les Français ont-ils consenti sous Daladier à ce que ça ne soit plus syrien, mais que ça devienne turc? Au fond, en laissant les Turcs déplacer les arabophones, faire une purification ethnique, augmenter le nombre de turcophones et organiser un référendum d'autonomie qui a voté pour le rattachement à la Turquie. Et tout ça se retrouve aujourd'hui. Si vous complétez Alexandrette et Antioche par Idlib, vous contrôlez complètement Alep. En 10 minutes, vous fermez l'autoroute du Nord, Damas-Alep. Vous contrôlez Damas, qui est très proche au sud. Vous les affamez s'il faut les affamer. Mais vous faites pire du point de vue syrien. Et j'attire votre attention sur le fait que même les provinces turques d'Antioche et d'Alexandrette sont toujours dans les cartes syriennes des possessions syriennes. On n'a pas la même carte entre la Turquie et la Syrie. Mais il y a pire, c'est qu'il y a juste au sud de cette poche d'Idlib et d'Antioche, l'Atakié, le fief de la famille Al-Assad, comme ça vient d'être dit, mais qui est aussi la base russe, à la fois maritime et aérienne, et qui est le seul point d'appui russe en Méditerranée orientale. Regardez encore, élargissez un petit peu la carte, et vous verrez que si la Turquie est maîtresse d'Idlib, a le verrou d'Alep, elle est aussi à 10 minutes de l'attaquer, et donc la base russe survit autant que la Turquie le souhaite. On en contrôle tout, le trafic aérien, le trafic maritime. Ajoutez Chypre, légèrement au large, et vous voyez que cette région est entièrement sous contrôle turc. On est en train de revenir à une extension. Toutes les populations turcophones, et il y a beaucoup de turcophones à Idlib, doivent dépendre de la Sublime Porte. On est en plein néo-ottomanisme, qui est une grande force d'Erdogan sur le plan politique. Faire un tout petit peu attention sur le fait que les choses deviennent plus contemporaines que ce qu'on peut retirer comme ça d'une histoire longue qui remonte aux croisades. Cette région, bordurière de la Syrie, du Liban et d'Israël, va devenir le nouveau Qatar en termes de production de gaz naturel. Il y a des enjeux considérables. Mais reprenez la position turque. Pour que la Russie soit une puissance en Méditerranée, il faut que ces navires passent par les détroits du Bosphore,
que la Turquie a le droit de fermer. Et il faut qu'il s'appuie sur l'attaquer au sud d'Idlib, à condition que ça ne soit pas directement sous contrôle turc. Sinon, toute la puissance russe de Méditerranée orientale devient purement et simplement un consentement, une concession de la Turquie. Et c'est pour ça qu'il y a eu officiellement, en 2 siècles, 11 guerres russo-turques. Pour ça, pour les Balkans, pour les bords de la mer Noire, et pour Alep, Idlib, Antioche, Alexandrette. 11 guerres, plus 2 coups de main pendant la Révolution russe, 13 conflits. Je ne crois pas que les relations soient excellentes, même sur le plan économique. Je pense que fondamentalement, la Turquie et la Russie sont les principaux joueurs dans cette région, complètement opposés depuis l'Empire ottoman. Mathias Feckel. Je vais revenir davantage dans l'histoire plus contemporaine, même s'il est absolument indispensable d'avoir le recul du temps long. Je pense qu'aujourd'hui, devant l'effroi des images que nous voyons, la tristesse aussi infinie qu'on ressent quand on voit des sites historiques détruits et bien sûr, a fortiori, des populations tuées et déplacées, nous payons aujourd'hui les échecs de 2013 et en particulier le renoncement américain, à ce moment-là très clair, d'assumer son rôle de gendarme et d'assurer son rôle de puissance dans cette région-là. Vous vous souvenez qu'en 2013, le président Obama avait fixé au régime syrien un certain nombre de lignes rouges très précises. C'est la diplomatie américaine qui avait appelé ça lignes rouges, notamment en termes d'emploi d'armes chimiques contre son propre peuple. Et malgré cet emploi avéré, les États-Unis avaient renoncé à toute forme d'intervention. Alors, échaudés bien sûr par des expériences, elles aussi contemporaines, d'intervention militaire dans la région au sens large, et des désastres qui en ont découlé. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il y a un yaka faucon. Mais c'est un moment, 2013, où l'Union européenne était sans doute davantage mobilisée, où la France, par la voix de son président de l'époque, François Hollande, avait clairement manifesté sa disponibilité pour agir. Il s'agissait de déterminer comment, mais pour agir. Et les États-Unis, à ce moment-là, ont affiché clairement une position de retrait qui correspond à une des grandes tendances de sa diplomatie, y compris si on la regarde sur le temps long, avec le partage permanent entre l'interventionnisme mondial et au contraire un repli sur soi. Le deuxième échec auquel on a assisté ensuite, c'est l'incapacité pour l'Union européenne dans son ensemble à élaborer et ensuite à mettre en œuvre une position commune. Il y avait sans doute une disponibilité globale un peu plus élevée, je l'ai dit, mais l'Union européenne est profondément divisée sur cette question, y compris parce qu'elle pose la question du rapport à la Russie, et qui divise profondément l'Union à 28 et à 27. Pourquoi ? Parce que toute l'Europe de l'Est, à juste titre d'ailleurs, est littéralement obsédée par le grand voisin russe, et une bonne partie des choix stratégiques des différents États d'Europe de l'Est dans les différents conseils européens sont clairement dictés par cela, y compris dans des sujets qui n'ont a priori rien à voir, comme la politique commerciale. On peut voir à quel point le fait de vouloir s'arrimer aux États-Unis et s'éloigner de la Russie dicte des positions, parfois d'ailleurs, quand on regarde les choses rationnellement, contraires à l'intérêt objectivement décrit de ces différents pays. Et donc dans cette incapacité de l'Union européenne et des États qui la composent, il faut se rappeler que l'Europe, c'est d'abord les États qui la composent, eh bien, nous avons assisté à la dérive progressive qui nous mène à la situation actuelle. Alors, la situation actuelle est désastreuse, et d'abord pour les populations concernées. Elle nous amène à un flot d'images absolument insoutenable. En 2016 avait été élaborée une première réponse sur la tragédie humanitaire, dont Béatrice a parlé tout à l'heure, au tout début, à tout à fait juste titre, et qui était un accord avec la Turquie, avec toutes ses insuffisances, avec le reproche à l'époque de sous-traiter à Erdogan une question majeure. Et dans le même temps, c'est un accord qui a été fait dans l'urgence, dont les évaluations semblent aujourd'hui dire qu'il a été pas mal appliqué et qu'il a donné des résultats concrets assez intéressants dans un contexte global tragique, mais on voit bien que les choses sont aujourd'hui insuffisantes. Alors que faire ?
Il n'y a pas de solution comme ça. Sinon, suffisamment de gens intelligents autour de la table des conseils européens pour l'avoir élaboré. Il y a d'abord la question du dialogue avec la Russie et de l'attitude à adopter là-dessus. Alors, des formats ont été inventés déjà pour discuter avec les Russes. Le fameux format Normandie, où la France et l'Allemagne en particulier ont joué un rôle très important pour renouer un dialogue. Il est évident qu'il faut toujours dialoguer en diplomatie, en tout cas jusqu'à l'extrême limite. Et puis, il y a la question de l'affirmation, mais là, Jean-Louis Bourlange certainement dira les choses de manière plus précise que moi, mais d'une Europe, d'une entité européenne en tant que telle. Si l'Europe n'est pas en mesure de déterminer d'un commun accord une politique migratoire commune, une politique de puissance commune, une politique de défense commune, alors, mais je reconnais volontiers qu'à ce degré de généralité, ça reste assez largement un vœu pieux, alors nous serons tous collectivement condamnés à connaître des images comme celles que nous voyons aujourd'hui, en nous donnant bonne conscience sans doute par l'indignation ou par le sincère choc moral que nous ressentons, mais en restant impuissants pour y répondre. Donc il y a là, évidemment, un enjeu majeur. Parmi ces images, il y a celle des réfugiés qui sont renvoyés depuis la frontière grecque après avoir été mis en sous-vêtements pour les renvoyer en Turquie. Jean-Louis Bourlange. Oui, il y a effectivement tout ce qu'il faut d'horreur dans cette affaire qui suscite un haut-le-cœur de la part de toute personne civilisée. Mais au-delà de ça, il y a, je crois, c'est l'exemple même du caractère absolument désastreux de voir des acteurs politiques, et des acteurs politiques majeurs, en très grande difficulté pour hiérarchiser leurs priorités et pour avoir une attitude précise et constante. Quand les gens, même les plus cyniques, savent ce qu'ils veulent, disent ce qu'ils veulent, on peut traiter, on peut agir, on peut reconnaître ou combattre, mais on a quelque chose de solide. Là, nous sommes dans quelque chose de tout à fait meuble, de tout à fait non solide. Et j'ai l'impression que cette affaire, ça relève d'une dramaturgie à la Pirandello, où on a quatre acteurs en quête d'auteur, en quête de rôle, et qui hésitent tous sur le rôle qu'ils doivent jouer. Le premier, c'est Trump. Pourquoi Trump a-t-il à un moment lâché les chiens, si je puis dire, et autorisé Erdogan à faire ses opérations de liquidation des Kurdes, ce qui évidemment entraînait une déstabilisation profonde de la zone, compromettait les conséquences de la liquidation de Daesh et donnait les clés de la solution à Poutine. Et donc conduisait à cela. Pourquoi l'a-t-il fait? Que voulait-il? On sait très bien que le Pentagone et le département d'État étaient extrêmement réservés sur une politique qui ne leur paraissait pas conforme aux intérêts fondamentaux des États-Unis et induisait un déséquilibre des puissances au profit de la Russie, avec effectivement, dans le cadre, Mathias l'a rappelé, d'une stratégie de plus en plus de désengagement des États-Unis. Ça, c'est la première incertitude, et tout le monde est resté perplexe. La deuxième, c'est celle de la Russie. La Russie a cautionné, dans un premier temps, ces manœuvres d'Erdogan, s'est rapproché d'Erdogan, et on voit bien pourquoi. Parce que, en réalité, ça confortait son allié, ça l'a conforté elle, ça confortait son allié syrien, ça permettait d'éviter que ça a aidé plus ou moins les Iraniens qui n'ont que faire d'une présence kurde, et c'était un service qu'on rendait aux Turcs. Donc, ils ont, dans un premier temps, laissé faire et ils ont essayé d'enfoncer le coin entre la Turquie et l'Occident. Mais je crois que l'analyse lumineuse de Lionel le montre, les intérêts fondamentaux de la Russie étaient très très profondément remis en cause par un renforcement de la présence turque dans la zone concernée. Enfin, bon, donc il y avait péril en la demeure à la fois, et péril en la demeure à la fois pour les Syriens et pour les Russes. Troisièmement, les Turcs, les Russes,
que veulent les Turcs? Ils liquident. Oui, troisièmement, c'est les Turcs. Les Turcs liquident les Kurdes. Ça, c'est quand même un plaisir historique auquel on ne résiste pas. Les Kurdes, pour les Turcs, n'ont eu historiquement qu'une seule utilité. C'est d'être le bras séculier du génocide arménien. À part ça, ça n'a jamais servi à rien un Kurde aux yeux d'un Turc, et c'est une menace dont il faut se débarrasser. Mais en même temps, ça crée un déséquilibre absolument fondamental, et ça crée un renforcement de la présence russe et une tension qui fait que les Turcs vont forcément se retrouver en confrontation avec les Russes. Et là, il faut savoir ce que privilégie Erdogan. Est-ce qu'il privilégie l'Alliance? Est-ce qu'il privilégie les Russes? Est-ce qu'il privilégie l'OTAN et l'Europe? Est-ce qu'il privilégie une démarche ottomane qui se fiche absolument de tout le monde? Donc c'est la troisième hésitation. Et la quatrième incertitude, c'est celle de l'Europe. Et alors là, on voit très bien la situation. L'Europe, elle est vraiment confrontée à quelque chose qui est central dans son problème identitaire. C'est-à-dire, est-ce que l'Union européenne est une union uniquement organisée sur la défense des valeurs, sur la défense de l'état de droit, sur la défense, sur le respect d'un certain nombre de choses absolument fondamentales, auquel cas, elle ne peut pas, sans se nier elle-même, refuser l'accès, refuser la qualité de demandeur d'asile à des gens comme aux réfugiés qu'Erdogan renvoie chez elle. Et là, elle est prise au piège, elle cède complètement, elle est prise dans le chantage d'Erdogan, et elle doit céder à Erdogan ou céder à ses principes. Ou alors, elle considère, et c'est l'autre version de l'Union européenne, qu'elle est un ensemble de puissances particulières, géopolitiquement installées, ayant des intérêts, ayant des frontières, ayant une influence, et à ce moment-là, elle n'a aucune raison de consentir à Erdogan, de faire des concessions à Erdogan, et elle doit lui dire, écoutez, cher ami, on avait un accord entre nous sur la gestion des demandeurs d'asile, vous les accueillez et nous fournissions l'argent, et il n'y a aucune raison de rompre ça. Et là, on voit bien que l'Europe est traversée en profondeur sur toutes ces lignes. Alors quand vous voyez tous ces acteurs qui ne savent pas exactement ce qu'ils font, c'est extrêmement grave. Alors, l'autre jour, nous avons reçu à la Commission des Affaires étrangères l'excellent Yves Le Drian, qui est toujours... Alors, c'était assez amusant parce que il parlait, Madame de Sarnez, la présidente, veut absolument qu'on parle pas du tout à huis clos, donc des télévisions, etc. Et alors Le Drian, qui est assez fin, assez drôle, dit oui. Alors, écoutez, je suis embêté parce que je parle en public, donc je peux pas vous dire la vérité, ce qui est assez drôle comme chose. Et il finissait par parler un peu comme les deux Dupont. Ce n'est pas de nous, disait de Dupont, que vous apprendrez que nous sommes à la poursuite de dangereux trafiquants. En réalité, Le Drian dit ce n'est pas de moi que vous apprendrez que les Russes se livrent à un pilonnage intensif sur les civils, etc., dans cette zone. Donc on est dans une situation où personne n'a hiérarchisé ses attentes et où, alors effectivement, la seule réponse de la diplomatie française et qui essaie d'être la diplomatie européenne, c'est de dire on ne bouge pas. On revient aux accords de Sotchi, on revient aux accords au Kurdistan et au Kazakhstan et d'Astana, oui. Et c'est l'ancienne capitale, alors je m'embrouille. Donc on revient à tout ça et on ne touche à rien. Mais on est dans une situation véritablement impossible. Ce sont des personnages qui ne savent pas écrire la tragédie qu'on leur demande de jouer. Béatrice Gibelin. Oui, je voudrais simplement revenir sur cette opposition qu'a mis Lionel dans les temps longs sur Empire ottoman et Empire russe et Russie-Turquie. Il faut voir quand même que la Turquie ne ferme pas le Bosphore et les bateaux militaires sont passés très récemment dans le Bosphore, alors qu'elle aurait peut-être pu prendre une attitude, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle sait très bien jusqu'où peut-être elle peut aller, mais néanmoins, elle les a laissés passer. Deuxièmement, la Russie a laissé la Turquie bombarder en riposte aux 34 soldats turcs qui avaient été effectivement tués par un missile russe, et on lui l'a laissé néanmoins, la Turquie, riposter.
Alors que c'est la Russie qui maintient complètement le contrôle aérien. Elle aurait pu aussi s'y opposer, mais éviter une humiliation trop forte à Erdogan, c'est l'explication que j'en donne, a fait qu'elle a laissé bombarder. Quant à la Méditerranée orientale, vous avez raison, c'est effectivement peut-être un futur Qatar. Pour la Russie, ce n'est pas le problème, parce que du pétrole et du gaz, le problème, c'est de savoir à qui le vendre, ou presque. Mais on les retrouve dans une opposition qui est effectivement très importante, qui est la Libye. Et où, effectivement, pour la Turquie, soutenir le gouvernement reconnu de Libye est une possibilité, peut-être, en tout cas c'est ce qu'elle espère, de mettre la main sur une partie de la Méditerranée orientale. Lionel Zinsou. Oui, enfin, c'est quand même sensible, c'est la frontière sud de l'OTAN. Monsieur Erdogan, il n'est pas éternel. Il y aura d'autres dirigeants turcs. La Turquie sera dans l'OTAN. Quand vous complétez Antioche et Alexandrette d'Idlib, il n'y a plus de Syrie indépendante. Quand vous avez la faculté, traité de Montreux, de fermer le Bosphore, ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas fait la semaine dernière que vous ne pouvez pas un jour le faire. Il n'y a plus d'accès, si les Turcs s'y opposent, de la Russie aux mers chaudes à la Méditerranée. Ça a toujours été un thème de guerre, de conflit, et ça va le rester toujours. Oui, la Russie a du gaz, mais ce n'est pas une très très bonne nouvelle d'avoir un concurrent en Méditerranée orientale et dont les royalties iront vers le régime syrien, le régime libanais et Israël. Et donc la position à Chypre, Chypre c'est un porte-avions. Et donc la position à Chypre va évidemment être maintenue. Ce sont des sujets sérieux. C'est aussi ça qui explique l'extrême brutalité. Quant à l'excellence des relations économiques, faire attention aux effets d'annonce. Bien sûr qu'il n'y a pas de centrale nucléaire construite par la Russie. Il y a l'annonce d'une centrale nucléaire pour les Russes. Bien sûr qu'il n'y a pas de missiles, parce que vous pouvez abattre les avions russes, mais vous n'allez pas les abattre avec des missiles qui ont été commandés à la Russie, parce qu'ils n'ont pas été livrés. Donc ça, ce sont des effets d'annonce, la symbolique du fait qu'on est en train d'essayer de réconcilier, pour des raisons d'opportunisme, les deux impérialismes. Et la Libye, c'est pareil. Ce sont à nouveau, au fond, en toute l'Afrique du Nord, et même sahélienne, le néo-ottomanisme, ça existe. On voit en héritier du sultan de la Sublime Porte, Erdogan partout. La Libye et tout l'appui donné aux frères musulmans pendant les printemps arabes et ensuite, et notamment très fortement en Égypte, ce sont des éléments de l'impérialisme turc qui sont fondamentaux, mais c'est l'OTAN. Et du point de vue américain, c'est raisonnable de laisser les Turcs avoir une zone tampon du côté du Kurdistan, donc à l'ouest de la frontière, d'entrer dans la Syrie, de contrôler toute la partie ouest de la Syrie, et de l'autre côté, de garder Idlib. Parce qu'à ce moment-là, ça donne vraiment un contrôle total et très durable sur Damas. Vous avez le Golan de l'autre côté. Franchement, l'OTAN et les Occidentaux ont un contrôle sur la Syrie qui est une pièce essentielle par ce double effet. Donc, pour les Américains, ce n'est pas du tout fâcheux de contrer la Russie et au contraire d'encourager le néo-ottomanisme. Il y a 2000 blindés dans la poche d'Idlib. Vous ne conquérez pas un territoire par des frappes aériennes. Vous avez besoin d'être sur le terrain. Vous connaissez la phrase de Malraux, on n'assemble pas 13 divisions sur les bords du Rubicon pour pêcher à la ligne. Vous avez 2000 blindés qui sont, par l'autoroute du Nord, à 3 heures de Damas, à une demi-heure de l'attaquer, à 1 heure d'Alep. C'est toute la frontière sud de l'OTAN qui est en jeu. Je crois que la phrase exacte du général de Gaulle, de Malraux, c'était « Mon général, vous avez nous amené au bord du Rubicon pour y pêcher à la ligne. » Ça a annoncé le 13 mai. J'avais décidé qu'on commencerait par le sujet sur les Syriens entre la Turquie et les Russes, parce que je craignais que nous n'ayons pas
le loisir d'approfondir ce sujet, je vois que je peux me féliciter moi-même de ma décision. On pourra d'ailleurs revenir sur ces questions dans notre échange avec la salle qui suivra notre enregistrement dans notre célèbre BADA. Mais pour l'heure, intéressons-nous à une situation intérieure, celle du 49.3. Le 29 février, le Premier ministre a annoncé qu'il y recourrait à propos de la réforme des retraites. La gauche et la droite ont dénoncé ce recours. Coup de force du gouvernement pour le communiste Fabien Roussel, pulsion totalitaire d'Emmanuel Macron pour Jean-Luc Mélenchon, pire des solutions pour l'écologiste Jadot, cynisme le plus total pour le patron des députés Les Républicains, Damien Abad. L'opposition a déposé 2 motions de censure, la première par les Républicains, la seconde par le Parti Socialiste, le Parti Communiste et la France Insoumise, toutes 2 rejetées dans la nuit de mardi à mercredi. En signe de protestation, 2 députés macronistes ont claqué la porte et un sénateur a également annoncé qu'il abandonnait La République en marche. Pour le constitutionnaliste Dominique Rousseau, le 49.3 ne tue pas le débat, mais l'obstruction. 41 000 amendements ont été déposés, en grande partie par la France Insoumise. Après 115 heures d'une discussion quasiment non-stop, jour et nuit, les députés étaient parvenus à la lecture de l'article 8 du projet de loi qui en compte 65. Plus de 29 000 amendements restaient à examiner. Depuis 1958, le 49.3 a été utilisé 89 fois, 56 fois par la gauche, 32 par la droite et 1 fois sous Emmanuel Macron, avec un record de 28 recours par Michel Rocard. Plusieurs textes symboliques, l'arme nucléaire, la CSG, la loi Savary, ont été adoptés sur le mode du 49.3. Sur cette question, Mathias Fekl. Alors, plusieurs points d'analyse sur ce 49.3 qui est une des armes du parlementarisme rationalisé. On sait que la Ve République se caractérise par une très large subordination du Parlement à l'exécutif et de l'exécutif au sens gouvernemental à l'exécutif au sens du président de la République, et ce, quels que soient les présidents en place d'ailleurs. D'autres outils de ce parlementarisme rationalisé sont notamment le vote bloqué, une large maîtrise du gouvernement sur l'ordre du jour et, à la fin des fins, la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, ce qui me semble original et intéressant d'un point de vue intellectuel dans le 49.3 tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, c'est que dans tous les exemples, ou presque, sauf erreur de ma part, que Philippe a cité à l'instant, le 49.3 a été utilisé parce que le gouvernement n'avait pas de majorité ou ne réussissait pas à réunir de majorité sur le vote d'un texte. Et que donc, il se disait, nous sommes légitimes pour réformer, il y a des réticences sur tel ou tel texte, donc nous allons passer au 49.3. Michel Rocard l'a fait précisément pour cela. Guy Carcassonne raconte avec beaucoup, comme toujours, avec beaucoup de brio et d'humour, ce qu'il a fallu faire pour essayer de rassembler des majorités sur tel ou tel point et pourquoi il fallait avoir recours au 49.3 lorsque cela n'était pas possible. Aujourd'hui, il y a, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, une majorité sur le projet de réforme des retraites, si ce n'est dans le pays et parmi les Français, du moins à l'Assemblée nationale. Alors on peut s'interroger sur l'absence de recours au temps programmé pour discuter de ce texte. Vous savez que c'est quelque chose qui permet au gouvernement d'encadrer dans des délais précis les discussions. On reproche à cet outil-là, là aussi, d'amortir le débat en l'enserrant dans des délais trop stricts. La question s'était posée notamment au moment du mariage pour tous. Et donc, on peut imaginer que l'exécutif s'est dit on veut laisser le temps au débat, mais ensuite, souvent, les choses échappent. Alors, il me semble que la principale question qui est posée aujourd'hui, à travers le 49.3, c'est celle d'absence de lieu d'appropriation des réformes dans la Ve République telle qu'on la connaît aujourd'hui, et ce, encore une fois, quels que soient les gouvernements. Moi, j'ai appartenu à des gouvernements qui ont eu recours au 49.3 avec plus ou moins de bonheur, donc il ne s'agit pas de dire il ne faut jamais le faire ou il faut toujours le faire. C'est un outil constitutionnel qui existe dans notre Constitution, mais qui, à mon avis, révèle la faiblesse démocratique de nos institutions actuelles. Et je voudrais simplement brièvement donner quelques angles là-dessus pour les soumettre au débat. Sur la réforme des retraites, il y a eu beaucoup de concertations, mais aujourd'hui, on se rend compte que peu de monde se retrouve dans ce texte, que ce soit les grands partenaires sociaux, côté salarié comme du côté patronal. J'ai été très frappé de voir que le président du MEDEF, par exemple, avait tweeté au moment du recours au 49.3 pour dire qu'il n'y était pas favorable.
C'était pas tout à fait banal sans doute. Il y a peu d'adhésion dans l'opinion, c'est peu de choses de le dire, et il y a eu des réserves émises par le Conseil d'État et jusqu'au cœur de la majorité. Donc nous sommes, encore une fois, avec... Oui, je laisserai ensuite Jean-Louis donner les détails sur les débats internes à la majorité sur ce sujet. Mais on est au bout d'un système, à mon avis. Et moi, je l'avais déjà éprouvé en étant dans des fonctions de responsabilité exécutive. Le problème de la Ve République, c'est que quelle que soit la décision qui est prise, tout se fait dans le bureau présidentiel. Et encore une fois, quelle que soit la personnalité qui occupe ce poste majeur. Il n'y a aucun lieu d'appropriation, en réalité. Une fois que vous êtes élu, vous pouvez faire une politique ou son contraire, vous pouvez prendre un choix ou son contraire, sans qu'il n'y ait aucun lieu où cela est validé et soumis à un débat contradictoire, ce qui crée de la colère et ce qui crée de la violence. Dans une démocratie, le rôle d'un Parlement, c'est aussi un rôle de médiation. Ce sont des discussions, y compris des affrontements et des débats très vifs, sous le regard de tous, pour qu'ensuite chacun puisse s'approprier la réforme. Aujourd'hui, cela n'existe pas. Ça n'existe pas dans le dialogue social, puisque les syndicats ne sont pas représentatifs de la réalité de notre vie économique aujourd'hui. Cela n'existe pas au Parlement, car les députés, depuis de longues années, sont élus avec un taux d'abstention très fort. Donc il y a une crise de la représentativité généralisée. Et il me semble que ce qui crée la particularité aujourd'hui de ce 49.3, c'est à la fois d'intervenir sans doute au bout d'un cycle institutionnel. En tout cas, moi, je pense qu'on s'approche d'une certaine façon de la fin de la Ve République telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec l'hyperprésidentialisme, le quinquennat qui a encore complètement achevé de soumettre le Parlement aux souhaits du président de la République, et que nous devons nous poser la question d'une refonte institutionnelle démocratique. En tant que despote éclairé de cette conversation, j'appelle les uns et les autres à la brièveté dans leurs interventions, tout en leur rappelant que nous allons pouvoir, ce n'était pas du tout une critique, loin de là, tout en rappelant que nous allons pouvoir développer le sujet dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans le BADA après l'entracte. Béatrice Gibelin. Oui, moi, ce qui m'interroge beaucoup dans cette affaire, non pas du 49.3, c'est une réforme qui a été discutée en comité fermé sous l'autorité de Delevoye pendant 2 ans. À peu près, avec consultation des syndicats, beaucoup. Et tout le monde disait oh, quel consensus, c'est merveilleux, quel homme ce Delevoye, puisqu'il arrive à écouter tout le monde et tout. Et puis, aucune sonnette d'alarme n'était tirée par les syndicalistes, par exemple, qui discutaient avec lui, qui auraient pu dire mais attendez, il ne prend pas en compte, par exemple, les fonctionnaires sans prime, ou il n'attire pas l'attention sur le problème des naissances, des congés de maternité et des femmes, etc., etc. On a eu pendant, on va dire, 18 mois des palabres dont visiblement il n'est pas sorti grand-chose. Alors, pour moi, c'est une interrogation. Ce débat qui a eu lieu d'une certaine façon à huis clos, on a l'impression qu'il n'en est rien sorti, qu'on a découvert les problèmes très tardivement, c'est-à-dire à peu près en novembre, et que là, on a des syndicats qui se sont très mobilisés et qui le sont pour partie encore. Et je me dis, mais tout ça a servi à quoi ? Et première interrogation. Et puis la deuxième interrogation, c'est pourquoi faut-il se presser autant avec cette réforme ? Pourquoi est-il si important qu'elle soit votée, puisqu'on prend le 49.3 pour cette raison, parce que si on veut que ça soit mis en partie en œuvre en 2022, je crois, il faut aller très très vite. Pour quelque chose qui ne sera vraiment effectif qu'en 2035, voire encore plus loin. Donc j'ai du mal à comprendre dans le rapport de force politique actuel pourquoi il faut fonctionner comme ça. Béatrice, parce que l'obstruction, ce n'est pas la patience de débattre, c'est l'obstruction. Ce qui a servi d'instrument pour fabriquer les 41 000 amendements, ce sont les dictionnaires des synonymes, c'est-à-dire où on remplaçait chaque mot par un synonyme, en n'altérant absolument pas le fond. Une chose qui n'a pas été précisée par Philippe, en énonçant qui avait déposé des motions de censure. La gauche a déposé une motion de censure, la droite, et le Rassemblement national, qui ne pouvait pas signer avec 10% des députés, naturellement, pour avoir sa propre motion de censure, a dû choisir. Il a donc voté avec la France insoumise. Alors,
c'est intéressant comme choix, au fond. C'est logique, c'est une nouvelle logique qui n'est pas forcément porteuse d'un avenir extrêmement positif pour la démocratie, mais enfin, on verra bien. Et puis, la légitimité de déposer 40 000 amendements quand on est la France insoumise, c'est bien, mais est-ce que c'est si évidemment approuvé des Français ? Vous avez regardé les cotes de popularité des partis. Les deux partis les plus rejetés, avec le même score, 75% d'opinions mauvaises et très mauvaises, c'est la France insoumise et le Rassemblement national. C'est une progression considérable dans la détestation pour la France insoumise. D'ailleurs, les leaders, alors que Mme Le Pen progresse légèrement dans l'opinion, les leaders de la gauche baissent un peu tous. On ne mesure même plus le Parti communiste d'ailleurs, mais enfin bon, socialiste. Il n'y a que les écologistes qui progressent très fortement en bonnes opinions et les personnalités qui les représentent. Mais M. Mélenchon, c'est l'une des pertes de popularité qui n'a pas du tout été redressée pendant la longue grève des dernières semaines. C'est une perte de substance de popularité et donc quand même un peu de légitimité considérable. Donc ça explique peut-être quand même qu'il soit raisonnable à un moment donné de faire cesser de l'obstruction. Et comme Mathias dit, et comme Ségolène Royal a dit d'ailleurs, on ne s'en sert pas contre sa majorité du 49-3, sauf que vous-même, vous en êtes servi contre les frondeurs dans la majorité. Oui, mais ça a été inventé pour les frondeurs. C'était en rupture avec la 4e République, où il n'y avait pas que la difficulté de trouver une majorité, il y avait la difficulté d'avoir la stabilité à l'intérieur des... J'ai dit le contraire, j'ai dit qu'il y avait aujourd'hui, ce qui me semblait surprenant, pardon de t'interrompre. Oui, il y a une majorité. Voilà. Bon. On s'en sert contre une opposition qui vous menace parce que vous n'avez pas une majorité. Là, vous avez une chambre introuvable, une grande majorité, donc vous ne vous servez pas du 49-3. Non, ça a été fait de façon à avoir le contraire d'un régime d'assemblée. Alors peut-être que les Français veulent le retour au régime d'assemblée, mais c'est douteux. Il y a un chercheur américain qui a calculé que pendant la 4e République, 1 jour sur 9, on était en crise ministérielle. Au vu de la complexité des problèmes d'aujourd'hui et des besoins de réforme, si 1 jour sur 9, on était en crise ministérielle, je ne suis pas sûr que les Français plébisciteraient le régime d'assemblée par rapport à un régime rationalisé. L'exemple belge conduit à un peu de prudence, puisque moins il y a de gouvernement en Belgique, plus les gens sont contents. Oui, mais l'Andorre aussi, oui. Si vous voulez. Enfin, la Belgique n'est pas un pays. La Belgique n'est pas un pays comme les autres, comme chacun sait. La définition de la Belgique. Donc pourquoi les Belges sont si à l'aise en Europe ? C'est parce que ce sont les seuls à considérer que l'Europe, c'est formidablement simple à côté de la Belgique. Mais sur le 49.3, alors moi je suis d'abord très à l'aise parce que j'ai fait un communiqué disant que la principale victime du passage au 49.3, c'était moi. C'était moi et les parlementaires comme moi, c'est-à-dire des gens qui étaient tout à fait déterminés à voter contre ce projet de loi qui est, à mon avis, inopportun, ruineux, mal orienté, bien intentionné certainement, mais totalement inadéquat, et on peut le démontrer aisément. Et d'ailleurs, comme il a été rappelé, tous les partenaires sociaux, y compris le patronat, y compris certains chefs responsables de la majorité, puisque le rapporteur général du budget, c'est quand même pas rien, avait écrit une lettre au Premier ministre, c'est assez inconvenant sur le plan de la discipline, pour lui dire, écoutez, il y a un certain nombre de choses qu'on comprend pas, il a posé une série de questions qui posent tous les problèmes. Donc, personne ne comprend rien à cette réforme, et bon, donc j'aurais voté contre, et je suis assez à l'aise pour dire, en revanche, que je suis complètement effaré par la rhétorique de l'opposition sur cette disposition qui est constitutionnelle, qui a été utilisée par toutes les majorités d'une façon assez générale, à droite systématiquement par Raymond Barre, parce qu'il n'avait pas de majorité puisque le RPR lui faisait la guéguerre, et à gauche par Michel Rocard, qui n'avait comme majorité que l'appoint intermittent de Pierre Méhaignerie. Bon, donc on était dans une situation, c'est comme ça a toujours été utilisé, comme ça, et ça a été utilisé principalement pour créer une majorité là où il n'était pas, mais potentiellement aussi pour lever des obstacles d'obstruction. Par exemple, quand Jean-Pierre Raffarin, il ne l'a pas utilisé, mais en tant que Premier ministre, il a menacé les socialistes
qui avait commencé à déposer des amendements en pagaille sur, je crois, la privatisation de Suez ou un truc comme ça, Raffarin dit, écoutez, si vous jouez à ce jeu-là, vous aurez le 49-3, et les socialistes, qui étaient quand même, avaient des habitudes parlementaires un peu plus établies que celles qu'on voit actuellement, ont dit, bon, ben d'accord, on met le frein et on va avoir un débat normal. Mais ça a servi en dissuasion. Mais le 49-3, je voudrais quand même rappeler ce que c'est. D'abord, ça n'a pas besoin. C'est un principe qui est absolument évident. C'est-à-dire que depuis toujours, un gouvernement, un Premier ministre est fondé à venir à la tribune et dire, écoutez, ce que je vous propose, c'est une réforme tellement importante, qui est au centre de mes préoccupations, etc., que si vous ne la votez pas, moi, Premier ministre, je ne pourrai pas continuer mon travail. C'est totalement logique, il n'y a pas besoin de disposition constitutionnelle pour dire ça. Et ça veut dire que si vous ne votez pas cette loi, moi, j'irai présenter ma démission à Monsieur le Président de la République, et il lui appartiendra de dire s'il pense comme moi que cette réforme est importante et il vous dissoudra, ou s'il pense comme vous que j'ai tort et il nommera un nouveau Premier ministre. Ce qui change tout par rapport à la 4e République, c'est le droit de dissolution. C'est tout, c'est que sous la 4e République, les gens, c'est ça, bien sûr que ça serait, vous avez tout à fait raison, Lionel, de dire que c'était effrayant à la fin. Il y avait de plus en plus de périodes de crise. La dernière année, c'était 3 mois sur 12, où entre le gouvernement Bourgès, le gouvernement Gaillard, etc., on était en crise. Mais l'explication, c'est que les parlementaires s'en foutaient complètement. Ils renversaient le gouvernement comme les spectateurs du Colisée disaient qu'il fallait mettre le mangeur de lion ou le manger de lion à mort, le gladiateur à mort, et puis c'était tout. Bon, on a introduit cette notion, ça change tout. Ça vient de Tardieu, d'ailleurs, dans la profession parlementaire. Tardieu rappelle, je crois que c'est la profession parlementaire. Je ne doute pas que Tardieu soit indispensable à notre débat, mais il le sera encore plus dans le Bada que maintenant. Il a été renversé, ce pauvre... Alors, la seconde chose, je termine sur les... J'ai plein d'autres choses à dire, mais je vais les dire après. Mais la seconde chose c'est la majorité. Tardieu est absent de Paris, il revient, l'excellent Chéron, ministre des Finances, avait inopinément posé la question de confiance dans une majorité où il y avait 30 personnes, dans une assemblée où il y avait 40 personnes ou 60 personnes. Paf! Il y a 22 contre, 18 pour, le gouvernement est renversé. Alors, Tardieu dit, mais enfin, Chéron, ça va pas. Alors, on a donc, Debré a introduit quelque chose de très précis, c'est le second aspect du 49.3, c'est de faire en sorte que la majorité qui conduirait à la censure dans le cas d'un 49.3 soit de même nature que la majorité qui conduisait à la non-investiture d'un gouvernement dans le cadre du 49.2. Quand le gouvernement fait sa déclaration de politique générale, il est réputé acquis, réputé légitime et légalement constitué, sauf si l'opposition dépose une motion de censure, et là, il faut une majorité des membres, et pas seulement des votants, pour voter contre. Alors, le système du 49.3, c'est ça, c'est cette volonté d'accorder la majorité. Je vous ferai grâce de la proposition que j'avais faite dans le comité Balladur, mais ce que je veux dire nous sommes arrivés au bout des 59 minutes. Oui, mais écoutez, en tout cas, c'est la seule chose qu'on puisse dire en conclusion, c'est qu'on pouvait l'éviter. C'est que de toute manière, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement n'a pas utilisé le temps programmé qui était absolument évident. Ça lui permettait de gérer tous ces problèmes. Ce sont, comme dirait le président de la République, ce sont des amateurs. Mathias Fekl pour un très court commentaire. Non, alors du coup, je voulais simplement répondre rapidement à... Je n'ai pas dit le quart de la moitié de ce que je voulais dire. Pas de menace. Je voulais répondre rapidement à Lionel, je me suis peut-être mal exprimé, mais moi je ne souhaite évidemment pas un régime d'assemblée, mais sous les républiques précédentes, ce qui a conduit au régime d'assemblée, c'est qu'en réalité on était dans un régime des partis, à cause du mode de scrutin. C'est-à-dire qu'à la fin, vous aviez quelque chose de totalement antidémocratique et que le plus petit parti représenté à l'Assemblée nationale pouvait du jour au lendemain renverser tous les ministères. Et donc ça, c'est une question avant tout de mode de scrutin et de stabilité politique au sein de l'Assemblée nationale. Mais ça ouvrirait d'autres débats. D'innombrables sujets vont
animer le bada qui suit. Nous sommes arrivés, plus qu'arrivés même, nous avons dépassé le dernier moment, celui des brèves. Pour ceux d'entre vous qui ont aimé regarder cette série de David Simon qui s'appelait en français Sur écoute et en anglais The Wire, sur Baltimore et sur tout ce que se passe autour de la déchéance de cette ville, il existe sur OCS une remarquable série du même David Simon avec d'autres collaborateurs qui s'appelle The Deuce. Les Québécois appellent ça la 42e. C'est sur la manière, à travers l'évolution de la prostitution, des vidéos et de tout un tas de choses tournant autour du sexe, c'est la manière dont New York a été nettoyée pour être uniformément boboisé et embourgeoisé. C'est fait avec cette formidable connaissance que David Simon et les siens peuvent avoir, un ancien journaliste de faits divers qui sait exactement comment on peut nourrir un scénario. Béatrice Gibelin. Oui, moi je voudrais vous parler d'un ouvrage qui vient de sortir d'Édouard Husson, qui est un très bon germaniste, qui est professeur à la Sorbonne, à Cergy-Pontoise, pardon, et qui s'appelle Paris-Berlin, la survie de l'Europe. C'est publié chez Gallimard dans la collection Esprit du Monde. C'est un ouvrage extrêmement intéressant parce que pour une fois, c'est un germaniste qui n'est pas béat devant l'Allemagne, qui analyse très bien d'où vient en France ce complexe du modèle allemand et qui fait une analyse extrêmement fine de la politique récente, très contemporaine de l'Allemagne, en particulier de l'attitude d'Angela Merkel, de l'évolution de la CDU. C'est extrêmement fin, extrêmement intéressant. Et pour tous ceux qui s'intéressent au devenir de l'Europe, je leur conseille vivement de lire cet ouvrage Paris-Berlin. Pour ceux qui, sur la question d'Orient étendue jusqu'à l'Égypte, s'intéressent comme ça à la continuité des grands empires et le renouveau des anciens impérialismes, le livre de Robert Solé, La grande aventure de l'égyptologie, qui est paru il y a 4-5 mois, les qualités du romancier, plus une très grande érudition, comment se joue, notamment avec le prestige de l'école française d'égyptologie, d'archéologie, mais aussi la rivalité allemande, la rivalité britannique, comment se joue dans la production, la reproduction, la recréation de la mémoire de la puissance impériale égyptienne, comment se joue, au fond, une espèce de soft power extraordinaire en matière à la fois politique, impériale et culturelle. Mathias Fecker. Je recommande la biographie du grand historien Ernst Kantorowicz par Robert Lerner. Ernst Kantorowicz, vous le savez, est l'auteur des 2 corps du roi. Cette biographie est parue en 2017 en anglais et a été traduite l'an dernier en français chez Gallimard. C'est un livre très fort parce qu'on y suit l'itinéraire d'un homme, ses propres ambiguïtés intellectuelles au moment de la montée des périls avant de, je pense, faire des choix incontestables. On y vit la crise économique, l'effondrement intellectuel, moral et politique de l'Europe. On y croise de grandes figures, Isaiah Berlin, un certain nombre de grands penseurs, Marc Bloch également, et c'est un livre passionnant. Jean-Louis Bourlange. Oui, sur la question d'Orient, on peut, Lionel, se référer au vieux classique, à Renouvin. La question d'Orient de Renouvin, ça dit vraiment des choses absolument essentielles, mais c'est pas ça, ma brève. Tiens. Ma brève, je voulais dire que je suis quand même scandalisé par le sort qui est réservé aux mémoires de Woody Allen par les éditions Hachette. Je crois que ça pose quand même 2 problèmes. Le fait d'interdire de publication alors on disait c'est commercial, c'est pas du tout une censure, tu parles, ça n'a aucun sens, c'est une censure puisque c'est au nom de l'indignation supposée d'un certain nombre de gens, donc de la condamnation morale de Woody Allen, que Hachette ne publie pas. Ça pose 2 problèmes très précis. D'abord, est-ce qu'il doit y avoir un rapport entre une œuvre publiée et la moralité de son auteur? C'est quand même une nouveauté depuis de François Villon à Caravage, on voit bien que les artistes c'est autre chose, et je me rappelle qu'on nous a toujours appris pour lutter contre les romans à thèse de M. Paul Bourget, la phrase de Gide, selon laquelle on ne faisait pas de littérature avec des bons sentiments. Et la deuxième question que ça pose, c'est qui doit juger? Est-ce que Woody Allen doit être jugé par des juges ou par des justiciers? Selon quelle procédure? Et est-il essentiel à la bonne qualité de la condamnation qu'on peut lui faire de commencer par lui interdire de parler? On avait fait ça à un certain moment, ça s'est appelé les décrets de Prairial, c'était pas une bonne idée. Merci.
Merci, n'oubliez pas que donc demain, lundi 9 mars, vous pouvez venir participer à notre émission sur Paris. Merci à Nicolas Tourneau qui assure la vie de notre site, à Benoît Carré qui assure la transcription de nos conversations, à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Christian Sori et à Laurie Galigani qui ont enregistré notre conversation d'aujourd'hui, à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui nous produisent. Je vous donne rendez-vous pour le BADA qui va suivre cette émission.